Bonjour à vous, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je fais une petite parenthèse de mes sujets préférés habituels pour évoquer cet argument qui retourne à la surface. Ça fait un moment que je voulais en parler, puis bon, il est resté tranquillou. Et là, il s'agit d'un sujet dont on commence à parler maintenant. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'administration aux États-Unis. Bon, il y a énormément de choses qui se passent, bien sûr. Mais le sujet du strawman ou de l'homme de paille a été évoqué avec, j'espère, la possibilité, voire la sûreté future, j'espère proche, de l'annulation de ce scandale, hein, de l'élimination de la face de la Terre, en tout cas des États-Unis. Ça commence par là et peut-être bientôt partout dans le monde. Donc vous connaissez peut-être le sujet, je vais l'explorer. Je serais vraiment intéressée à avoir vos retours dans les commentaires parce que je peux m'être trompée sur quelques informations, ou parce que peut-être vous avez vous-même d'autres informations sur le sujet. Le sujet de l'homme de paille est le droit de naissance, un secret longtemps caché. Alors, en préambule, bien sûr, la vérité de nos jours n'est pas une chose confortable, car la vérité suscite plus que jamais l'opposition. Mais n'ayez pas peur de l'opposition, car avoir des ennemis et dire la vérité, c'est une seule et même chose, disait Steiner. Et Platon disait aussi, personne est plus détesté que celui qui parle vrai. Ok. Bon, nous vivons dans un monde où il semble y avoir deux systèmes fonctionnant côte à côte. Un système légal et un système légitime. Les systèmes légaux représentent les morts, les légitimes représentent les vivants. Les morts n'ont pas de voix, pas de justice et pas de mot à dire. Le système nous a fait croire que les lois et les statuts sont pour le peuple et sont la loi. Ils ne sont rien de plus qu'un système de contrôle. Des règles et des règlements créés par l'homme pour le monde des affaires. Tous les hommes et toutes les femmes naissent égaux pourtant. Personne n'est au-dessus de la loi commune, de la loi de Dieu, de la loi universelle, même des rois et des reines. Nous sommes tous nés libres. Personne n'a droit à votre corps ni à vos biens. Si un homme ou une femme essaie de vous contraindre ou de vous forcer à faire quelque chose ou mettre quelque chose dans votre corps, ça, c'est un acte criminel. Lorsqu'une action est imposée à un homme ou une femme vivante par contrainte physique ou coercition, ça aussi, c'est un acte criminel. Le gouvernement, n'est-ce pas, vous transforme en société à votre naissance. Cela a été fait sans le consentement de vos parents, qui étaient ignares, bien sûr, et sans divulgation complète des faits. Les gouvernements obtiennent un contrôle illégal sur une personne en utilisant le consentement implicite. Pour le gouvernement, vous n'êtes pas vivant, vous êtes une entité morte, une fiction juridique, voire une corporation, un corps mort. Le sujet de toutes les lois et statuts gouvernementaux fait toujours référence à une personne. D'ailleurs, personne, c'est personne, hein, vous voyez bien. Au niveau de la langue, il y aurait tellement de choses à dire aussi. La loi d'interprétation de 1978 précise clairement sa définition du mot personne. Personne comprend un groupe de personnes constituées ou non en société. Ils ont transformé donc le mot personne au singulier en personne au pluriel. La définition d'un être humain n'est pas plurielle. Changer l'interprétation de personne en personne plurielle, ES, se rapporte à plus d'une et ne se rapporte plus à un être humain. Se référer à un homme vivant ou à une femme vivante, c'est-à-dire un être humain, comme à une société ou à plusieurs choses, revient à transformer cet homme ou cette femme en une fiction, une non-réalité, et cela par tromperie. L'interprétation du mot personne est le plus grand acte de tromperie juridique à ce jour. Tous les gouvernements le savent et s'enrichissent là-dessus. La société corrompue connue sous le nom de gouvernement et son système fiscal sont comme une forme de cancer qui ronge le cœur même de tous nos êtres. Vous consentez, nous consentons, hein, de bien de façon à être une fiction juridique, sans savoir, un sujet avec des droits civils, des devoirs, des privilèges et des obligations, comme des amendes, par exemple, des impôts.
Vous donnez votre consentement, je veux dire nous, on donne tous, hein, implicite, à l'esclavage lorsque on vote ou nous enregistrons quelque chose auprès du gouvernement, ou bien une compagnie d'assurance, un compte bancaire, etc. Le Parlement britannique, par exemple, déclare clairement sur son site web qu'il peut agir et exercer son pouvoir souverain sans suivre la Constitution, ce qui signifie que si nous tenons ensemble en tant qu'hommes et femmes vivants en utilisant les principes de la loi commune ou common law, les tribunaux n'ont aucune juridiction sur un être vivant. On est libre. Dans le système juridique, le droit fictif, nous sommes considérés comme une personne, une fiction, un concept ou une idée exprimée par un nom tout en majuscule. La fiction juridique n'a pas de conscience, c'est une personne juridique. On vous donne donc un nom, vous avez des privilèges, des avantages et vous êtes puni si vous ne suivez pas les règles et les règlements. C'est l'esclavage des temps modernes. Si un homme ou une femme vivant est trompé ou forcé d'accepter des actes gouvernementaux sans son consentement, il est victime de traite d'êtres humains et traité comme un esclave. La traite d'êtres humains est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la force, la fraude, la coercition ou la tromperie dans le but de les exploiter à des fins lucratives. Vous savez que vous êtes traité comme un esclave et victime de traite lorsque quelqu'un essaie d'associer le mot personne à un homme ou une femme vivant pour obtenir un avantage monétaire et vous forcer à avoir des privilèges comme si c'était pour demander des permissions. Cela constitue une violation de la loi sur l'esclavage et le contrevenant peut être, et celui qui le contrevient peut être emprisonné à vie. Chaque personne morale doit avoir une politique sur l'esclavage qui peut être présentée sur demande ou affichée pour que le public puisse la voir. L'esclavage n'a pas été aboli, il a juste été caché et étendu pour tromper tous les hommes et toutes les femmes vivants. Nous ne sommes pas un esclave, une personne morale ou non, une société, un résident, un propriétaire, un chauffeur, une entité juridique ou une fiction morte. Les gouvernements, les conseils, les tribunaux, la police ou toute autre autorité publique qui tente d'attacher ou d'appliquer le terme personne à un homme ou une femme vivant qui n'y consent pas devraient être tenus responsables de les avoir contraints à l'esclavage et à la traite des êtres humains. Vous êtes né libre, vous n'avez jamais été destiné à être un esclave travaillant jour après jour pour un système tyrannique. Tous les actes qui s'appliquent à une personne selon leur loi d'interprétation ne s'appliquent pas à un être humain, mais soit à une société, soit à quelque chose dont on existe plusieurs. Se référer à un homme vivant ou à une femme vivante comme une société ou plus qu'une seule chose, c'est transformer cet homme ou cette femme en une fiction, une non-réalité par tromperie. Il en résulte que vous n'êtes pas homme ou femme vivante de chair, de sang et d'esprit aux yeux de la loi maritime, parce que c'est celle qu'on utilise, sous couvert d'autre chose. Le droit maritime est au sens large l'ensemble des règles juridiques relatives à la navigation en mer, aux abords des côtes et dans les ports, ainsi que celles qui établissent un fonctionnement de base et règlent les litiges au bord du navire. La façon dont un gouvernement procède est qu'ils ont créé une entité juridique, une sorte de fiction juridique, une organisation, une société à votre insu de votre naissance à travers l'acte de naissance. On va aborder le sujet de Sestuikevi Trust, une fiducie, adoptée en 1666, qui a été un peu le départ de toute cette absurdité. Donc, l'histoire des origines du concept légal de la période médiévale. Le celui que vit vient de l'ancien français, celui qui vit. Le Vatican a créé un trust, une fiducie mondiale, utilisant le certificat de naissance afin de capturer, de retenir la valeur de chaque individu, la valeur de chaque individu en fonction de l'énergie productive future tout le long de sa vie. C'est celui que vit signifie en français celui qui vit. Donc, il s'agit d'un terme juridique désignant une personne physique qui est bénéficiaire d'une fiducie ou d'une police d'assurance, avec des droits sur la propriété et sur les revenus et bénéfices que procure la propriété. Une fiducie c'est celui que vit est la personne qui a droit
à une fiducie équitable plutôt que légale dans les actifs de la succession. Le concept est également utilisé dans les polices d'assurance vie et maladie modernes, où cest que vie est un individu dont la vie mesure la durée du contrat d'assurance. La durée de vie mesure la durée du contrat d'assurance. Dans ces contrats, cest que vie est appelé preneur d'assurance, assuré ou titulaire de police. Ainsi, même si le terme désigne le bénéficiaire d'une fiducie ou d'une succession, il désigne souvent l'assuré et non le bénéficiaire d'une police d'assurance. Selon le dictionnaire Black Law, cest-que-vie désigne la personne dont la vie mesure la durée donc d'un trust, d'une fiducie. Un contrat par lequel un bien est cédé comme garantie à un créancier, lequel devra le restituer au débiteur lorsque celui-ci aura rempli ses obligations. Un contrat d'assurance ou un contrat d'État, la durée de vie de ce trust étant de 7 ans en vertu du droit maritime. Et on va comprendre comment cet acte a, entre guillemets, tué tout le monde et leur a donné 7 ans pour réclamer leur vie. Les origines de cette loi, c'est vie. Elle est née de 3 fonds, chacun basé sur un décret papal. Ces décrets ont été émis par 3 papes et sont connus sous le nom de triple couronne de Balal. Il faut savoir que dès notre naissance, 3 trusts ou fiducies ont été établis. Celle correspondant à l'âme qui reste et maintenue et retenue dans le caveau de l'Église au Vatican. Le corps transféré à l'État et la propriété transférée aussi à l'État, la fiducie, c'est que vie. Comment ça a commencé cette histoire de dingue? En 1302, un premier édicte appelé Bulla Unam Sanctam, émise par Boniface le VIII, qui disait que tous les humains ont été déclarés comme entité juridique, toute vie humaine est soumise à l'évêque romain, le pape, un pouvoir spirituel au-dessus du pouvoir terrestre. Au-dessus du pouvoir terrestre et temporel qui déclare que tous les hommes sont devenus une entité judiciaire et toutes les ressources appartenant aux hommes ont été placées dans un trust, une fiducie. La deuxième, 1455, la Bulla Romanus Pontifex de Nicolas V. Notre âme devient la propriété du Vatican. L'Église romaine avance dans son auto-légitimation ayant une prétention éternelle sur tous les habitants de la terre et déclare que tout ce qui se trouve sur terre lui appartient. Eh bien voyons. Ce décret est éternel, j'ai envie de rire, et a une pleine force légale. Le décret revendique toutes les âmes de la terre et les place dans une fiducie, un trust, administré par le Vatican. Troisième, 1481, Bulla Aeterni Regis de Sixtus IV. Le certificat de naissance devient une garantie collatérale. Ce décret garantit que les certificats de naissance peuvent être échangés comme des billets à ordre, comme des obligations gouvernementales. Si une banque n'encaisse pas ce billet à ordre au bout de 7 ans, l'enfant en question est classé comme objet perdu et déclaré perdu en mer, selon la loi maritime. L'acte de naissance, si non réclamé par l'individu vivant après les 7 ans, servait de garantie. Ce décret réclame tous les peuples de la terre en fiducie. Il y a eu quand même un quatrième tentative, juste pour clôturer le bouquet, 1537, la convocation papale, Paul III, selon laquelle tout acte de propriété et les biens sont maintenus dans un trust. Encore. Avec ce décret, nous avons perdu donc le contrôle de notre âme en tant que maître de notre corps. En conséquence, nos âmes se sont perdues dans la mer des âmes. Notre droit d'exister a été ramené à une simple obligation gouvernementale collatérale. Ce décret réclame toutes les possessions terrestres en fiducie, toutes les propriétés en trust. Le Vatican a déposé et investi une somme en compensation de votre part de ressources de la terre. C'est ce que vit depuis fait désormais partie du droit moderne. Après que la grande peste en 1665 et le grand incendie de 1666 ayant détruit Londres, le gouvernement britannique promulgua la loi Sest-tu-que-vie en 1666, qui rétablit le concept juridique.
Après ces deux catastrophes, bien orchestrées d'ailleurs par les élites bancaires, bien sûr, comme toutes les grandes catastrophes, on se réveillera à ces vérités, bien sûr. Un jour ou l'autre, des centaines de milliers de citoyens britanniques sont morts ou ont fui. En réponse, le gouvernement a confié tous les biens privés à un trust fiduciaire jusqu'à ce que les héritiers ou propriétaires appropriés puissent être identifiés. Le Sestui-que-vis. Certaines parties de la loi de 1666 sont toujours en vigueur au Royaume-Uni. Du coup, tous les hommes et les femmes ont été déclarés morts et perdus en mer. Tous les actifs ont été saisis, et après le grand incendie, on ne savait plus qui avait survécu et qui n'avait pas survécu. Tous ont été donc déclarés morts, et leurs titres, leurs biens, leurs maisons, leurs terres, leurs richesses ont été saisis par l'État. L'État avait la garde de tous les biens. Les biens ont été placés dans un trust sestui-que-vie jusqu'à ce que les personnes déclarées mortes prouvent qu'elles sont en vie. Bien sûr, personne n'était au courant de l'existence de ce trust. Et ils ont bien fait pour ne pas le divulguer. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les nouveau-nés sont déclarés morts, entre guillemets, selon la fameuse présomption de morte, à moins qu'on ne réclame d'être bien vivant au bout de 7 ans. Donc, mort et perdu en mer. Depuis 1666, l'État utilise le droit de l'amirauté, donc la loi maritime, comme base juridique. La loi Sest-Fikevi aurait pour but de remplacer un créancier, c'est-à-dire vous, par un autre, l'État. La loi sur l'amirauté, aux lois des mers, était utilisée pour déclarer tous les hommes et toutes les femmes morts en mer. En d'autres termes, on est présumé mort jusqu'à ce que l'on se déclare officiellement vivant. Si vous ne vous déclarez pas vivant dans les 7 ans à venir après votre naissance, le gouvernement prend le contrôle de vous et de vos biens comme si vous étiez mort et les place dans un trust. Le mot humain, figurez-vous, n'apparaît que rarement ou pas du tout dans les constitutions. Il n'existe pas de définition juridique internationale de ce que c'est qu'un être humain. Par contre, le Codex Canonicus mentionne le mot humain 2 ou 3 fois en relation avec le baptême et fait référence 108 fois au mot personne. Selon le Code de droit canonique, numéro 86, livre 1, par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du Christ et y est constitué comme personne, avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leurs conditions, pour autant qu'ils sont dans la communion de l'Église et pourvu qu'aucune sanction légitimement portée n'y fasse obstacle. L'homme devient une personne par le baptême. Après le baptême, tu n'es plus un être humain de chair, de sang et d'esprit, mais une personne. Le droit canonique prime sur toutes les autres lois et une personne devient une fiction juridique. La fiction juridique n'est pas un individu de chair, de sang et d'esprit, mais une affaire, une corporation, avec un nom légal en lettres majuscules. Le système juridique ne peut pas interagir avec des individus de chair, de sang et d'esprit, mais il le peut avec des personnes. Venons à la déclaration de naissance. Qu'est-ce qui se passe? À la naissance, l'enfant et le placenta sont nés. Tenez-vous bien, le placenta a un rôle à jouer. Incroyable. L'enfant est le premier, unique héritier. Le placenta qui sort du ventre de la mère après la naissance de l'enfant, donc le deuxième, est censé être le second, donc dans la ligne de succession. La naissance est déclarée dans les 3 jours qui suivent la naissance officielle, c'est-à-dire l'existence d'un corps humain vivant, est enregistrée. Un témoin direct doit le faire dans le délai prescrit par la loi. Il y a donc 2 témoins, un témoin de l'entourage immédiat de la mère, souvent le père. Le témoin médical reconnaît la naissance d'un être humain vivant, plus la naissance du placenta. Lorsque vous naissez, c'est-à-dire vous avez reçu la vie, un acte de naissance vivante est donc enregistré comme témoignage de votre vie, qui est votre patrimoine privé. Bientôt, vos parents sont informés que vous devez être enregistré. Ils n'ont aucune obligation légale de ce type, mais l'État insiste pour des raisons, bien sûr, non divulguées. Selon le droit ecclésiastique, un patrimoine ne peut être détenu en fiducie que par un homme, le patriarcat de l'Église. Mais on a demandé à votre mère son nom de jeune fille, ce qui constitue une maternité. La maternité, selon le loi ecclésiastique, est toujours certaine, tandis que la paternité n'est
que présumé, selon le dictionnaire Bouvier, la loi Bouvier de 1856. Par conséquent, tous les enfants nés naturellement sont considérés illégitimes ou bâtards, avec une paternité incertaine. Ça, c'est les tricksters, c'est les manipulations de la loi, bien sûr, n'ayant pas de titulaire paternel de leur patrimoine, malgré ce qu'on nous fait croire et ce qu'on croit qu'on a le droit de réclamer. Lors de l'enregistrement, entre guillemets, un informateur, sans le savoir, porte une accusation contre votre illégitimité. Alors, je ne sais pas vous expliquer cela. Tout ça, ça a été tiré de pas mal de recherches. Je n'ai pas pu aller plus loin dans cette information. Je crois que c'est encore une manipulation de la loi. Il y a quelque chose au niveau de mots, vous savez comment ils sont habiles, pour transformer les textes. Vous êtes donc légalement un bâtard sans droit. De plus, votre prénom, c'est-à-dire votre titre, est enregistré, sans qu'on le sache, dans la colonne mort-né. Bien sûr, mort-né jusqu'à ce qu'au bout de 7 ans, on réclame qu'on est vivant. La présomption de la mort. Un enfant mort-né est un enfant incapable de vivre, bien sûr, s'il ne survit pas assez longtemps pour réfuter cette présomption de droit. Il ne peut pas hériter, toujours selon le Black Law Dictionnaire. L'État peut désormais revendiquer légalement votre succession, faisant de vous une sorte de garantie ou récompense de l'État dans une fiducie étrangère qui garantit une succession à vie. Le registre des naissances vivantes est utilisé pour émettre un certificat de naissance, certifiant qu'un titre de propriété est enregistré comme une forme de sûreté, votre prénom. C'est comme un récépissé d'entrepôt pour le bébé. Les fameuses marchandises livrées sur la banquise, selon la loi maritime. La banque est une banquise. En même temps, votre prénom et votre nom de famille ont été enregistrés comme étant un nom commercial. Or, seules les sociétés ont un nom de famille. Une personne morale artificielle a donc été mise par l'État en tant qu'enfant franchisé de la société mère sous forme d'une obligation. L'obligation est vendue ensuite à la Banque mondiale, à la Banque des règlements internationaux, créée en 1931 par le Vatican, bien sûr, en tant que constituant du trust. Votre valeur pour la société est calculée à l'aide des tables actuarielles. On va rigoler un peu. Qu'est-ce que c'est que les tables actuarielles de survie? L'analyse des tables actuarielles permet d'obtenir rapidement une courbe de survie de l'individu ainsi que des statistiques essentielles comme le temps médian résiduel de survie d'un individu, d'une personne. Les tables actuarielles permettent d'analyser l'évolution de l'effectif d'une population donnée avec le temps. Et votre valeur marchande, ce que vous valez, dépend de différents facteurs, comme indiqué dans les deux images ci-dessous. Votre obligation devient donc un titre enregistré que le Trésor utilise comme caution pour les titres du Trésor tels que les obligations du Trésor, les billets et les bons du Trésor. Donc les facteurs qui déterminent notre valeur marchande, il y en a plein. Si vous êtes curieux, vous allez vous renseigner, regarder sur le net. Sont le choix de style de vie, des facteurs socio-économiques, l'héritage des parents, des progrès médicaux, des taux de mortalité de la lignée familiale, des facteurs génétiques, tout comme l'âge, le sexe, la qualité de la santé, la profession, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire du placenta? Par sa naissance, le premier-né, l'enfant qui naît, a un droit naturel sur ses biens, son héritage, son patrimoine et sa part de la richesse nationale. Cependant, à la naissance du placenta, nommé selon la loi le deuxième enfant, un nom légal et une fiducie testamentaire sont établis sur le placenta. Ce trust porte le nom du premier-né et est considéré comme une personne physique, et une personne physique est juridiquement une chose ou une marchandise. Le nom est écrit donc en lettres capitales. Le trust est donc créé au nom de la personne née par un détour juridique lié au placenta. Donc le trust créé et lié au nom du placenta, au nom de la personne née grâce à ce détour.
et non du véritable premier-né. Vous saurez donc échanger avec votre placenta ou votre post-naissance à partir de votre déclaration, puisque de toute façon vous êtes présumé mort. Vous devenez donc une propriété de l'État. Immédiatement après votre naissance, un trust est placé donc sur votre placenta qui a le même ADN que vous. Lors de la déclaration de naissance, votre nom est enregistré, vous recevez un numéro de service citoyen, tout le monde a un numéro, on en a plein d'ailleurs, un certificat est enregistré, c'est-à-dire votre acte ou certificat de naissance. À partir de la déclaration, nous sommes devenus la propriété de l'État, de votre État, enfin de l'État, une société commerciale. Votre placenta est devenu une personne, une fiction juridique. Le gouvernement en est le fiduciaire. Mais l'État lui-même est aussi un trust, car il est enregistré dans les registres du commerce international et fait du commerce sous le nom de l'État. Tous les États sont des corporations. Chaque être humain est emballé et placé sous ce système de fiducie et transformé en une fiducie elle-même. Vous obtenez donc un nom légal et avec ce nom, vous êtes une personne, donc une chose, donc rien. Le nom de la personne est toujours écrit en lettres majuscules. Regardez vos cartes bancaires ou les lettres des autorités fiscales, n'importe. La lettre P est mentionnée sur votre passeport et cela signifie que vous êtes bien une personne et donc sous le pouvoir de gardien du gouvernement et de ses agents en tant que cour des gardiens. Ou plus directement, le gouvernement peut prendre votre personne sous son aile, la poursuivre en justice, l'attaquer, lui infliger une amende, la mettre en prison et ainsi de suite, mais pas vous en tant qu'homme vivant de chair, de sang et d'esprit. Ça, ils ne peuvent pas le faire, car l'homme vivant est l'unique héritier de son propre trace individuelle de naissance. Nous sommes les débiteurs d'un cartel bancaire privé. Vous avez donc été monétisé. Le peuple est vraiment le crédit de la nation. Dans les systèmes corrompus, le crédit du peuple est en fait du capital humain ou du bétail. Si l'investissement de l'État est menacé, sa plus grande valeur est réalisée par l'adulte travailleur mûr. Les auteurs de cette tromperie savent que vous pourriez un jour découvrir la vérité sur tout ça et invoquer votre procuration à partir de l'âge de 18 ans, de votre majorité. Lorsque vous atteignez l'âge légal en vertu de la juridiction maritime de l'amirauté, qui est le droit de la mer, vous devenez éligible pour enregistrer votre succession en tant que navire naviguant sur la mer du commerce avec vous en tant que capitaine, monsieur ou madame. Votre navire aura un nom de personne légale tel que monsieur John Doe et en tant que capitaine, vous serez le propriétaire responsable, tandis que l'État conserve le titre équitable, entre guillemets le bénéficiaire, en tant que greffier. Les personnes par enregistrement, par légalisation, sont employées par l'État en tant que débiteurs d'un cartel bancaire privé qui est soutenu par une guilde privée du barreau, la Société de la loi. En agissant dans le rôle fictif juridique de votre nom corporatif, vous recevrez donc d'innombrables présentations sous forme de factures que cet employé de l'État, la personne légale, c'est-à-dire nous, l'homme de paille, est obligé de régler. Mais le vol de votre domaine, de votre trace, est basé sur des fausses présomptions qui ne peuvent être prouvées dans les faits. Le défaut fondamental est que pour qu'un certificat de naissance soit délivré, un homme ou une femme doit d'abord être né sur la terre. Et là, c'est le début de la défaite de de ce postulat. De toute évidence, vous n'êtes pas vraiment mort. Vous êtes donc toujours le détenteur régulier vivant de votre titre de domaine, de votre titre, de votre corps, de votre bien, de votre valeur. En vertu de la loi C'est que vie donc de 1665, si l'homme supposé mort s'avère être vivant, alors le titre est rétabli, lui revient. En résumé, on a considéré que l'homme donc n'est pas légitime. L'organisme public établit un rapport d'illégalité de l'enfant, la mère est sûre, la paternité est supposée être suspectée. C'est important car ainsi l'enfant devient un bâtard et un bâtard est enregistré comme mort-né. La bâtardise n'est pas contestée. Résultat, la présomption incontestée devient effective en droit commercial.
L'organisme public réclame donc maintenant légalement les biens de naissance, de succession de l'enfant et fait de l'enfant un bien public dans ce qu'on appelle Estate for Life Foreign Situs Trust basé à Porto Rico. Allez faire vos recherches aussi. C'est un nœud de vipère ce qui se passe là-bas. Le corps n'ayant pas été trouvé sur la terre ferme, il est présumé se trouver légalement sur un navire en mer et relève donc du droit maritime. Si vous n'êtes pas enregistré comme vivant dans les 7 ans suivant votre naissance, vous êtes considéré comme perdu en pleine mer et déclaré mort par une cour de justice. Vous avez été échangé avec votre placenta et devenu une personne, une fiction juridique. Donc, pour conclure, il existe un code commercial uniforme pour légiférer de toute cette absurdité à travers tous les États du monde. Chaque continent, chaque pays, chaque région a son propre ensemble de lois et de juridictions. Pour qu'il soit possible de faire des affaires et de conclure des contrats entre toutes ces différentes juridictions, il fallait un ensemble de lois standards. C'est le code commercial uniforme, la prison dans laquelle on nous a, la prison, l'endettement dans lequel on nous a enfermés. Donc c'est comme un code-barre d'un article. Un ensemble de lois uniformes qui s'appliquent aux ventes et aux transactions commerciales. Le principal objectif donc du Code commercial uniforme était de donner aux entreprises plus de certitude quant à leurs transactions commerciales et donc pouvoir stimuler l'économie. Il est un document complet contenant 11 articles, chacun divisé en différents règlements qui se concentrent sur différents aspects du commerce des échanges. Il est également connu sous le nom de droit maritime. Le Code commercial uniforme est également applicable au niveau international et couvre entre autres les banques et les contrats. Il a permis au droit de la mer d'inonder le pays d'un système juridique entièrement colorable et manipulable à souhait, dont les privilèges et les règlements peuvent être adaptés, transformés et changés selon les besoins par tous les gouvernements ou sociétés fiduciaires. Bon, il y a des solutions. Je vous parlerai des miennes si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin dans cette affaire. Mais bon, j'ai confiance que tout ce système est en train de s'effondrer, que d'ici 5 ans, les choses, je me dis 5 ans, en tout cas 2030, tout ce système sera fragmenté en poussière. Mais à l'heure où j'avais récupéré ces informations, l'invitation, c'est d'accepter l'acceptation du bénéficiaire, c'est-à-dire accepter le bénéficiaire de mon trace de naissance. Aller aux autorités compétentes et annoncer que je suis bien en vie et je suis majeur et que je vais me réapproprier de mes biens et de mon individualité, étant un homme, une femme vivante en chair et en os. Sans acceptation du bénéficiaire, la présomption du syndicat maritime romain reste incontestée. Être bénéficiaire signifie que vous acceptez ce à quoi vous avez droit, selon la loi de Sestu qui vit. Après, mais ça vaut plutôt dans le domaine légal et juridique s'il y a des avocats parmi vous, allez mettre en doute et corriger les 12 présomptions de la Cour romaine. Parce que tous nos systèmes légaux se basent encore sur la loi romaine. Donc la Cour romaine, selon lesquelles donc, sont réglementées l'organisation des procès et de la justice, la transmission des héritages, les testaments, les relations entre les membres de la famille, le droit de la propriété, les réparations pour les meurtres, les coups, les blessures. Donc l'idée, c'est d'aller renverser la présomption légale dite simple lorsqu'elle peut être combattue par la preuve contraire, c'est-à-dire renverser l'attestation qui dit qu'on est présumé coupable à moins de prouver le contraire dans tous ces domaines, dans tous ces sujets. Une autre solution, c'est d'établir un trust pour garder l'État hors de notre atteinte, l'État hors atteinte sur nos biens et rapatrier le trust, sachant que un homme et une femme vivante peut communiquer avec un homme et une femme vivante, une corporation communique avec une corporation, mais à partir du moment où je déclare que je suis un être vivant, que je ne suis jamais mort, je ne peux pas, selon la loi romaine et selon tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne peux pas rentrer en communication légiférée avec une corporation. Donc j'abandonne mon état de corporation. Or,
La seule chose que j'ai... Donc, je vous laisserai dans la description de la vidéo des liens que vous allez pouvoir visiter pour approfondir un peu ces sujets, pour en savoir un peu plus. Il y a aussi un lien vers la Common Law Court, qui est une cour internationale de la loi commune, auprès de laquelle on peut se procurer des attestations, un certificat de naissance, un certificat d'identité en tant que, on réclame, on se réapproprie de notre corps vivant, de notre individualité en tant qu'être vivant sur Terre, homme ou femme, et qui peuvent être utiles effectivement dans des situations où on peut être amené en justice, où on a des différends, oui, on a des différends au niveau juridique. Maintenant, je peux vous dire que moi, j'ai fait cette démarche, j'ai rétabli mon attestation de naissance, mon certificat de naissance selon la loi commune, la loi des hommes et femmes libres, et j'ai édité aussi un certificat d'identité. Par contre, j'ai essayé de voyager à l'aéroport, le certificat d'identité de la loi commune, ils l'ont refusé, donc j'ai dû sortir mon autre. Donc je joue sur le double plateau, quoi. Hein. J'ai les deux. Sachant que peut-être que bientôt on aura besoin, enfin, on n'aura pas de certificat, on n'aura plus de passeport, on voyagera libre. Ok, bon, entre-temps, on se démène, comme on dit. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le site de la Common Law Court pour voir si cela vous parle. D'ailleurs, il y a plein de vidéos, matériels, modules qui peuvent vous intéresser aussi. C'est en anglais, ça. Mais j'ai pas trouvé des sites en français relativement intéressants, mais vous, je suis sûre que vous allez pouvoir les trouver. N'hésitez pas à en chercher davantage et amusez-vous dans la découverte de cette absurdité que dure depuis des centaines d'années. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Et soyez pas trop déprimés, tout ça va changer très vite. Allez, courage!